Mesdames et messieurs, vous avez très bien fait d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat, ce décryptage qui nous met encore chez vous pour cette incursion exclusive. L'honneur et le privilège me choix de vous présenter également cette émission chaque samedi à partir de 11 h de Chicago et midi à Washington DC avec des invités de marque. Aujourd'hui, nous parlerons donc de la diaspora, dans quelle mesure la diaspora participe également à la politique du terrain, c'est-à-dire la politique africaine. Également, quelle est la part de l'opposition et quel est le rôle que l'opposition joue en ce moment pour libérer Jean-Paul Omolou. Voici donc le menu de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes de Afro Web TV, rediffusée également sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Et pour en discuter, nous recevons pour vous et chez vous et deux invités de remarque également. Nous aurons l'insigne honneur d'avoir à nos côtés par Duplessis aujourd'hui l'activiste politique, les femmes d'abord, comme vous le savez, Madame Mabel Magrori, et également nous aurons le consultant politique par Duplessis, Monsieur Classio Koutoglo. Bonjour à tous et bienvenue. Si c'est maintenant donc vous rejoignez donc la grande famille des téléspectateurs et des amis internautes de votre média Afro Web TV. Et si c'est la première fois, la moindre des choses que je pourrais vous demander, c'est de copier juste le lien et donc de partager dans divers groupes comme vous savez le faire. Et bien évidemment, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez vous aussi participer à cette émission en composant tout simplement le +1 319 462 89 79. Vous nous donnerons 3 minutes pour poser des questions, sinon également faire votre contribution à cette émission. Pour la première partie, donc, la question qui se pose, la diaspora est-elle au même diapason que les politiques du terrain? Appelez mon micro et à la réalisation, votre homme serviteur, Moïse Agbinigan. Madame Mabel Magrori, bonjour. Bonjour, monsieur Moïse Agbinigan. Merci de m'avoir invité aujourd'hui dans l'émission. Et c'est toujours un plaisir. Merci d'être avec nous également. Monsieur Classio, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour madame. C'est un plaisir et un grand honneur d'avoir une femme qui parle de la politique sur le plateau. Je vous respecte énormément pour cet engagement et je suis là aujourd'hui pour qu'on puisse parler de notre pays, le Togo et l'Afrique. Voilà donc le décor qui est planté. Alors aujourd'hui on parle de la diaspora et on parle également donc des activistes politiques, on parle également des hommes et des femmes politiques à la diaspora. Ma première question pour vous, Madame Magrori, comment les politiques de la diaspora peuvent-ils impacter la vie politique de notre continent, le continent africain? La diaspora joue important dans la politique africaine. La diaspora peut jouer un rôle plus important dans la politique des pays africains parce que la politique, ce que nous appelons politique aujourd'hui, nous a été importé par le colon et la diaspora vit sur le colon. Donc nous, au moins, nous avons l'opportunité de vivre les choses sur le terrain. C'est ici le terrain politique et ici la bataille politique. Donc nous avons l'opportunité de le vivre tous les jours. Donc ce que nous apprenons ici, nous pouvons le mettre à la disposition de nos pays africains pour améliorer les techniques et la politique africaine. Quand je dis les techniques, par exemple, ici, nous savons comment un député travaille, la fonction de député ici, on sait ce que c'est. Donc, quand tu vois la fonction des députés sur le terrain en Afrique, spécialement dans mon pays, le Togo, cela ne correspond pas à la fonction traditionnelle d'un député. Donc, quelqu'un qui est dans la diaspora, qui sait comment ça fonctionne, qui connaît le rôle d'un député, qui a approché un député français, un député allemand, un député américain, peut aller sur le terrain en Afrique et dire non, un député est censé protéger la population, voter des lois qui peuvent
donner une couverture de protection à la population et interpeller le gouvernement quand il le faut. Mais voilà que maintenant, nous vivons un monde où nos pays africains veulent faire de la politique, mais ne veulent pas pratiquer les techniques politiques qui ont permis au pays dans lequel nous vivons d'émerger et de devenir des pays modernes. Merci. Alors, la diaspora contribue d'une manière ou d'une autre également à la politique africaine. Si véritablement cette politique est tellement impactée par la diaspora, dans quelles conditions et quels sont les facteurs qui jouent en faveur de la diaspora, M. Classio? Vous savez, comme venait de le dire ma sœur, la diaspora est une entité prépondérante dans la vie d'un pays d'origine. La diaspora, c'est ceux et celles qui ont quitté leur pays pour pouvoir trouver mieux ailleurs, dans un pays à acquérir des expériences, des techniques, comme elle vient de le dire, des procédures dans différents domaines pour pouvoir apporter un appui stratégique, politique et que sais-je encore, dans un pays. Donc, il faut dire concrètement que la diaspora est très importante. Les diasporas sont très importantes pour les pays d'origine. Maintenant, reste à savoir comment les gouvernants qui sont sur le terrain utilisent ces diasporas, les ressources de la diaspora, la participation de la diaspora, c'est ça du problème. Quand on est en face de cette thématique de la relation diaspora et pays, les pays, il y a certains pays qui s'en sortent très facilement quand le minimum du jeu politique, c'est-à-dire le jeu démocratique est joué, la diaspora contribue énormément. C'est le cas du Ghana à côté, où bien sûr que les choses ne sont pas tous normales, mais la diaspora ghanéenne aime son pays et que les autres diasporas même courent vers ce pays parce que le minimum est respecté dans ce qu'on appelle la relation de la thématique diaspora et son pays d'origine. Maintenant, est-ce que la politique est importée? Non, la politique en réalité c'est la gestion, la gestion de la vie publique d'un pays. C'est la gestion, c'est la participation. C'est ce que je fais, c'est ce que madame est en train de faire aujourd'hui. C'est ce que le paysan est en train de faire. On parle de la vie publique, la vie politique, comment faire pour améliorer les choses, comment inciter les choses pour que les choses deviennent normales. C'est ça en réalité la politique. La politique ne doit pas être quelque chose qui est incarné par une couche sociale donnée, comme aujourd'hui on l'aperçoit dans beaucoup de pays, on transforme la politique d'une autre. Bon, ce n'est pas bon. Quand la démocratie est respectée dans un pays, tous les facteurs sont réunis au niveau de la diaspora pour que la diaspora puisse participer activement à la vie politique d'un pays. Donc la diaspora, en résumé, est une entité très prépondérante pour un pays d'origine. Que fait exactement la diaspora en ce sens? Parce qu'on a l'habitude de voir seulement des activistes ouvrir les caméras et il y a bon nombre de personnes qui ont l'habitude d'envoyer également de l'argent au bercail pour des activités, pour aider également nos frères qui sont restés donc du côté du bercail. Que fait exactement, à part d'envoyer l'argent, à part ouvrir les caméras pour dénoncer des choses, des maux de la société? Que fait la diaspora, Madame Mabel? Je remercie beaucoup Classio, si je dis bien le nom, Kutoglo, pour sa participation. Quand je dis que la politique importée, je voudrais dire le système politique que nous utilisons en Afrique n'a pas été créé pour les Africains, en fait. Quand le colon est venu, nous avons un système de royaume. C'est vrai que le système de royaume est démocratique avec les notables et d'autres formes d'autres formes que nous appelons les conseils des sages et tout ça. Mais quand aujourd'hui on parle de députation, quand on parle de sénateurs, c'est une démocratie qui est basée sur la démocratie grecque.
Et cette démocratie grecque est blanche, et c'est une démocratie que nous copions chez le colonisateur. Et aujourd'hui, le Togo copie la démocratie française. Le Togo est tout ce qui se fait à l'exemple de la France. Donc, c'est ce que je voudrais dire pour clarifier cet aspect-là. Quand tu parles de comment la diaspora peut participer, la participation de la diaspora dans la politique en Afrique, il y a beaucoup de pays africains où la diaspora intervient directement dans la politique de ces pays. On prend les pays anglophones comme le Nigeria. La diaspora nigérienne est très impliquée dans la politique de leur pays. Ils ont des délégués à l'Assemblée nationale. Ils interviennent pas seulement en cotisant, en envoyant de l'argent pour faire, pour aider un délégué ou pour de l'argent pour soutenir un candidat. Ils interviennent directement, ils viennent dans le pays, ils parlent de la politique, ils sont invités sur les plateaux pour intervenir. On dirait que les anglophones ont compris ça avant un peu les francophones pour comprendre que celui qui est parti et qui voit la scène politique directement chez le colon peut apporter quelque chose, un changement à celui qui en a. Mais quand nous prenons peut-être l'exemple de mon pays comme le Togo, oui, on voit d'activistes. Quand tu prends le pays comme la Côte d'Ivoire aussi, tu vois beaucoup d'activistes politiques qui sont dans les réseaux sociaux au lieu d'être sur le terrain. Quand tu prends le Cameroun, tu vois beaucoup d'activistes camerounais qui sont sur les réseaux sociaux. Quelle est la particularité de ces pays? Quelle est la particularité des activistes togolais, des activistes ivoiriens, des activistes camerounais? La seule particularité, c'est que on a des présidents qui sont au pouvoir perpétuellement et qui créent un système pour rester au pouvoir, pour ne pas accepter la modernité ou le changement. Je ne voudrais pas utiliser le mot dictature ici parce que on est dans un ensemble, je ne prends pas mon pays, je prends tous les pays africains dont on retrouve leurs activistes sur les réseaux sociaux. Donc, parce que les gens ne peuvent pas rentrer au pays et parler ouvertement, ils sont obligés de trouver un moyen pour arriver à atteindre la population qui est restée en Afrique pour leur dire non, tu n'es pas obligé d'acheter qui sont pays concis. Ça ne se fait pas comme ça. C'est un task et ce task permet de développer le pays. Maintenant, si tu me demandes, est-ce qu'il y a d'autres moyens que la diaspora peut utiliser pour intervenir dans la vie politique du Togo? Oui, les gens de la diaspora peuvent rentrer pour devenir députés. On a connu des députés comme ça. Docteur Ton, il était aux États-Unis, il est rentré, maintenant il est député au Togo. Mais est-ce qu'il apporte l'expérience qu'il a aux États-Unis, au Togo? Ça, c'est à lui de lui demander. C'est à toi de lui demander la prochaine fois qu'il est dans ton émission. Et il n'est pas le seul. On a connu des ministres qui ont fréquenté aux États-Unis, en France, qui sont restés longtemps en France, qui ont même travaillé en France et qui sont rentrés au Togo pour être ministres. Est-ce qu'ils apportent l'expertise qu'ils ont dans ces pays au Togo? Ça, c'est à leur demander parce que jusqu'à présent, le Togo est un pays où la diaspora ne peut pas s'exprimer librement sur la politique togolaise. C'est votre avis et vous en faites déjà. On retrouve également vos vidéos également sur Internet. La diaspora continue par contribuer également de part et d'autre, quelle que soit la diaspora ivoirienne, togolaise, gambienne, guinéenne, nigérienne. On les voit manifester. Alors, est-ce que la diaspora constitue en fait un frein à certaines politiques au bercail, Monsieur Classio? D'abord, il faut dire que à ma sœur, peut-être elle pourra venir clarifier les choses. Docteur Ton n'est pas encore un député au Togo, il est juste
un acteur politique, puisqu'avec son parti politique, la Nouvelle Vision, donc il n'est pas encore nommé député au Togo, puisqu'au Togo, la majorité des députés sont nommés, donc il n'est pas encore nommé. Maintenant, je reviens à votre question qui consiste à dire si la diaspora consiste en un frein pour la vie politique de certains pays. Oui, vous savez, il faut le dire très clairement. La diaspora, comme vient de le dire ma sœur, la diaspora, il y a des individus qui, arrivé un moment, ont acquis certaines expériences, qui ont fui peut-être leur pays à cause de certaines conditions, ont quitté aussi leur pays à cause de certaines conditions et qui se retrouvent dans un autre espace beaucoup plus favorable pour pouvoir faire l'épanouissement ou bien chercher son épanouissement individuel ou collectif. Ce qui veut dire que quand on arrive à la diaspora, et surtout dans les pays où les choses se font autrement ou bien d'une manière beaucoup plus démocratique, les yeux sont ouverts, les gens regardent les choses, les gens aperçoivent, les gens apprécient les choses d'une autre manière. Maintenant, quand le pays d'origine duquel tu viens, le pays est toujours dans la boue dictatoriale, on n'a rien à faire que de dénoncer certaines choses à travers l'ouverture des caméras. Les caméras, comme j'ai l'habitude de le dire, on est obligé et on devient automatiquement activiste. Le nom, en réalité, nous nous emparons de ce nom. En réalité, l'activiste, c'est un nom qui vient du leadership. C'est un nom bien précis du leadership. C'est celui-là qui a certaines caractéristiques pour pouvoir parler, pour pouvoir dénoncer les choses, des faits sociaux, les faits politiques, pour amener ce qu'on appelle l'amélioration dans un pays donné. Mais malheureusement, quand on est coupé de cette liberté dans les pays d'origine, on ne peut même pas quitter là où nous vivons pour rentrer dans nos pays et pouvoir avoir accès facilement aux médias pour pouvoir exprimer et injecter la nouvelle connaissance au sein du peuple. On est obligé d'ouvrir les caméras pour pouvoir dénoncer ces choses. Ce qui fait que les gouvernants qui sont dans les principes dictatoriaux regardent cela comme une offense publique. Et c'est ça qui constitue réellement l'entrave de certaines choses sur le plan politique dans certains pays. Mais en réalité, il faut le dire, est-ce que le Togolais qui est activiste, par exemple, aux États-Unis ou bien en France, le fait pour nuire son pays, à son pays? Non, pas du tout. Et l'activiste est celui-là qui a vu certaines choses, et qui demande à son pays de suivre certains modèles afin que le pays soit normal. Mais vous savez, la dictature, si vous voulez bien, on viendra beaucoup plus sur cet aspect pour décrire la dictature. Vous allez comprendre que ce qui se passe aujourd'hui entre les pays dictatoriaux et leur diaspora, ce n'est pas une nouvelle chose à découvrir. Alors, Madame Mabel, est-ce que les activistes jouent très bien leur rôle lorsqu'ils prennent parti dans leurs interventions? Oui, tu peux reposer la question, s'il te plaît? Je vous demandais de savoir, est-ce que les activistes jouent très bien leur rôle lorsqu'ils prennent parti, lorsqu'ils interviennent? On constate qu'ils prennent parti quelquefois de certains partis politiques. Dans leurs interventions, ils clarifient et ils donnent des raisons. Comme vous, par exemple, on peut vous dire que vous faites partie d'un parti politique du côté du Togo et vous défendez seulement les causes, vous ne voyez pas l'autre côté de la chose. Merci de m'avoir posé cette question parce que j'allais en parler, au fait, tu vois, pour le Togo, c'est un cas à part, si tu veux dire, parce que nous avons un système qui a duré 63 ans, qui incarcère, qui met les gens en prison, qui tue
et qui même la liberté fondamentale, la première liberté fondamentale d'un être humain, c'est le droit de parler, de s'exprimer. Même quand un bébé sort, le bébé pleure. Et tu vois, c'est ça, Dieu te donne ça, au moins tu sors, tu pleures. Ça, c'est gratuit. Et quand on t'empêche de parler, ça crée des souffrances internes et des souffrances psychologiques. Et on a utilisé cette méthode-là longtemps pendant les guerres contre les prisonniers. On te ferme la bouche, même pendant l'esclavage, on ferme la bouche aux esclaves. C'est des souffrances. Donc, quand tu viens d'un pays où on t'empêche de parler librement, on crée des souffrances à l'intérieur de la personne. Donc, quand tu es activiste politique togolais, tu dois quand même prendre position. Parce que prendre position au Togo, c'est dire que ce que le régime fait pendant 63 ans est mauvais, d'abord. Parce que quelqu'un qui reste au pouvoir, qui tue, qui assassine, on ne peut pas défendre ça. C'est comme si la dernière fois, quelqu'un faisait une comparaison et dit, il y a l'autoroute. Et quelqu'un veut traverser l'autoroute. C'est l'autoroute, mais tu veux la traverser. Et une voiture vient traverser. C'est toi. On peut ralentir. Tous les pays, même si quelqu'un traverse l'autoroute et que tu es en voiture, tu dois ralentir. Si tu connais cette personne, tu es coupable. Donc, c'est la même chose. Quelqu'un, quel que soit un pays, ministre d'un pays, quand tu tues, tu es coupable. Mais du moment où les gens tuent, on ne les met pas devant la loi. Ils ne répondent pas devant la loi. Et ça aussi, tu vas justifier ça que cette personne a tué. Mais il n'y a pas de mais. Quand tu ôtes la vie humaine, la vie que tu n'as pas donnée, il n'y a pas de mais. Et la loi, même dans certains pays, va plus loin contre l'avortement. On te dit même qu'à une journée, c'est un bébé qui est là-bas, il ne faut pas l'enlever. Et alors, si on protège autant la vie et qu'il y a un système qui ôte la vie, comment défendre ce système? Donc, oui, au Togo, il est bon de prendre position. Et prendre position contre la dictature n'est pas une mauvaise chose parce que on ne peut pas défendre une dictature. On ne peut pas regarder quelque chose qui est bien. Dans un pays, il n'y a pas d'hôpitaux. Dans un pays, tout le monde veut faire la grève. Mettons, dit aux gens, les gens veulent faire la grève. On leur dit, tu ne fais pas la grève. Quand tu fais la grève, on te met en prison. Même ta loi fondamentale de prendre parti, de t'exprimer, on te l'interdit. C'est que c'est seules les dictatures qui font ça. Seul dans une dictature, on t'empêche de t'exprimer. Donc, moi, je dis, oui, j'ai pris position et je refuse de défendre un système qui empêche la liberté d'expression. Parce que quand je suis née, la première chose que j'ai fait, j'ai pleuré, c'est ce que Dieu m'a donné, de m'exprimer et de dire ce que je veux et je ne veux pas. Merci. Oui, ben, je vous comprends parfaitement. Et aussi, n'est-ce pas pour dire que, par exemple, si les activistes interviennent sur les réseaux sociaux, on se demande s'ils ont réellement les preuves de ce qu'ils disent, de ce qu'ils affirment. Puisque la plupart du temps, lorsqu'on les demande des preuves, ils n'arrivent pas à sortir les preuves. Monsieur Classio, qu'en dites-vous? Ah, ok, j'avais intervenu. Oui, vous savez... Parce qu'on a l'habitude de vous écouter, vous aussi, faire des audios sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas non plus épargné, monsieur Classio. Épargné de quoi? Je suis... Est-ce que... Épargné de la catégorie des activistes, par exemple. Ok, il faut le dire. Parce que, vous savez, la dame vient de planter le décor. Le pays Togo est atypique. Il faut le dire. Et elle vient de décrire le Togo d'une manière très intelligente et exceptionnelle. Le Togo, moi je suis né, je ne fais que connaître la famille Gnassingbé au pouvoir. Le père Eyadema qui a travaillé avec les Agbeobe et autres. Et puis ensuite, en 2005, je commence par voir un peu quand j'étais aux États-Unis. Et voilà, un fils fort Gnassingbé qui arrive au pouvoir avec les armes et dans la rivière du sang des Togolais. Et rapidement, nous avions dit que c'est quelqu'un qui a fait le MBA aux États-Unis et qui pourrait peut-être avoir un principe et qui peut-être ferait quelque chose de mieux
en régularisant rapidement les torts causés par son père. Je fais partie de l'un de ceux-là qui ont calmé des gens au niveau de la diaspora pour dire que, ah, mes gars, je suis en train de faire le MBA, je pense bien qu'un grand frère qui a fait le MBA, il va certainement dire les choses autrement. J'assume pleinement cette responsabilité. En ce moment, j'étais un clandestin ou bien quelqu'un qui ne se fait pas voir au niveau de la radio de la diaspora africaine, c'est-à-dire la FM Liberté en tant que directeur général. Et j'avais des relations avec des gens. Nous avions dit clairement qu'il faut... Il y a des débats houleux même entre nous au niveau de l'équipe de la FM Liberté. Mais je m'impose avec cet argument pour le dire clairement que Faure Gnassingbé, il est un fils des Adémon, et puis ensuite on le laisse voir, peut-être il va changer les choses. Et rapidement, le gars a commencé par faire sortir des phrases qu'il faut dans la révolution douce. Je l'assume clairement. Et en 2015, ou bien en 2014, on voit le gars avec les J.B. Bawara et autres qui commencent par faire voir aux Togolais que 2 mandats ne sont pas suffisants pour un MBA. Et qu'on ne doit pas demander ce qu'on appelle l'obligation de résultat. Mes frères, il est normal que les activistes soient nombreux dans le cas du Togo et qui dénoncent de la manière active les choses. On ne doit pas dire que le Togolais ne doit... Moi, je préférerais que tous les Togolais aujourd'hui deviennent des activistes et s'ils comprennent même le sens de l'activisme et jouent pleinement le rôle. Moi, ce que je dis publiquement, j'ai toutes les preuves de ce que je dis. Mais vous savez, quand le RPT Unir, comme je viens de le dire tout récemment, sur une des plateformes, je ne serai jamais un ministre au Togo où le peuple est en train de crier la dictature est là et que je vais mettre un activiste qui dit quelque chose devant la justice dans ce pays. Je ne le ferai pas. Monsieur Classio, le RPT n'existe plus. Le RPT, maintenant, on parle d'unir. Bon, maintenant, quel est le rôle d'un activiste et comment est-ce qu'un activiste à la diaspora, par exemple, peut impacter la politique ou les politiques du terrain? L'activiste, c'est ce que nous sommes en train de dire. La dame vient de planter le décor. Le Togo est un pays atypique où on tue les gens. On organise les élections. Je le dis clair et net. On a vu le général Katanga dans un pick-up 4x4 sur les réseaux sociaux et sur YouTube aujourd'hui. On a vu ce qu'on appelle le fusil sortir de la voiture, de cette même voiture sur un Togolais. Est-ce que ce n'est pas une preuve suffisante pour une justice pour arrêter le propriétaire de cette voiture? Et plus tard, Yak Daheman, qui est le ministre de la Sécurité au Togo, est monté au créneau et a reconnu que la voiture pick-up, il connaît l'auteur, et c'est général Katanga. Est-ce que si on est dans une justice normale aux États-Unis, est-ce qu'on peut interpeller, par exemple, le général Katanga? Je n'ai pas peur du général Katanga. Voulez-vous dire que la justice ne fait pas bien son travail au Togo? Bien sûr! Si la justice fait bien son travail, on devait interpeller le général Katanga et le général Katanga doit maintenant dire aux Togolais que je n'étais pas dans la voiture et que la voiture a été volée par quelqu'un et qu'on a utilisé mes armes pour faire quelque chose. On ne l'a pas fait, on ne nous l'a pas prouvé. Vous voulez qu'un Togolais qui est dans la diaspora ne puisse pas dénoncer cela en tant qu'un consultant politique? Vous ne voulez pas que je parle de ça? Et c'est pour cela que je ne dois pas rentrer dans mon pays? Non, je préfère plutôt que je le dise et que J.B. Bawara ou bien le général Katanga vienne aux États-Unis, porte une plainte contre moi, que j'ai dit que la voiture, Yak Daheman a dit que la voiture appartient au général Katanga en direct sur la TVT et qu'on n'interpelle pas le général Katanga. C'est le rôle d'un activiste. Et je n'ai pas peur, le Togo n'est pas un paradis.
Bon, maintenant, Je suis quoi est-ce aux que le... États-Unis. Les États-Unis sont les paradis terrestres au Togo. Je n'ai pas peur de rentrer au pays. D'ailleurs, je viens de rentrer du Togo. Mais je ne m'exposerai pas pour que les loups me prennent. C'est ça que je dis. Et clair. Ça veut dire que vous avez vous aussi peur de ce que vous affirmez. Bien sûr, je dis, moi je ne suis pas mieux. En tant qu'un consultant ou bien un activiste, je demande à la justice de prendre ses responsabilités. Vous voyez, quand la justice prend ses responsabilités, au moment opportun, il n'y aura pas tellement des activistes qui vont dénoncer ce genre de choses. Mais le fait que la justice ne joue pas son rôle conduit les Togolais, même ceux-là qui ne se retrouvent pas dans la définition des activistes, deviennent des activistes sur les réseaux sociaux. Donc c'est la responsabilité entière du gouvernement togolais. En tant que consultant politique, est-ce qu'il y a une formation qu'on suit pour devenir un activiste? Il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation, mais il faut comprendre ce qu'on appelle, ce que le leadership dit à travers le terme activiste. Un partenaire, un militant, et tout ça là, il faut connaître. Et puis ensuite savoir comment dénoncer les choses au moment opportun et savoir ce qu'il faut dire. Ce que je venais de dire sur Général Katanga, je n'ai pas accusé Général Katanga, je décris un fait et que j'interpelle la justice togolaise d'interpeller le Général Katanga qu'il y a un fusil qui est sorti de ta voiture. La voiture est reconnue par le général Yak publiquement à la TVT. Pourquoi on n'interpelle pas le général Katanga? Je n'ai pas accusé le général Katanga. Je n'ai pas dit que le général Katanga a tiré sur un Togolais. Mais je décris la situation. C'est ça la différence entre les activistes. Merci, Monsieur Classio, pour vos éclairages. C'est selon vous, votre point de vue. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube.